America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالدم تكون لعنة عليكم. نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، فهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Lakhdar, coordonné par Sami Hahel et Mariam Abdou pour vous accompagner au micro. L'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens UNRWA annonce qu'elle risque de devoir mettre la clé sous la porte d'ici fin février après que 13 pays, dont d'importants donateurs, ont déclaré suspendre leur financement. J'exhorte vivement les gouvernements qui ont suspendu leur contribution à au moins garantir la continuité des opérations de l'UNRWA. 2 millions de civils à Gaza dépendent de l'aide de l'agence pour leur survie au quotidien. Mais son financement actuel ne lui permettra pas de répondre à tous les besoins en février. 17 de ces donateurs, dont certains des plus importants, comme les États-Unis, le Japon et l'Allemagne, ont gelé leur financement depuis que l'agence a annoncé vendredi 26 janvier avoir limogé plusieurs de ses employés impliqués, selon l'entité d'occupation, dans l'attaque menée le 7 octobre dernier. Selon l'UNRWA, 500 millions de dollars ont été gelés jusqu'ici, y compris pour les besoins d'urgence à Reza, où l'organisme est le principal fournisseur d'aide pour les civils soumis au bombardement quotidien. L'agence, qui compte environ 30 000 employés au Proche-Orient, dont 13 000 à Reza, intervient également en Cisjordanie, au Liban, en Syrie et en Jordanie. Avec nous en ligne, Monsieur Yohann Soufi, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes avocat international, expert en justice internationale, droits de l'homme, poursuite et enquête internationale. Vous avez été chef du bureau juridique de l'UNRWA, Reza. Monsieur Yohann Soufi, comment réagissez-vous à cette décision de suspendre les aides à l'UNRWA? Cette décision fait suite à des accusations très sérieuses contre UNRWA, mais je rappelle qu'il y a eu une décision immédiate de UNRWA de licencier les 12 salariés, en tout cas les 9 qui faisaient l'objet des accusations israéliennes, et qu'une enquête a été ouverte pour déterminer s'il y avait un fondement sur ces accusations. Donc pour moi, UNRWA a fait son travail, et aujourd'hui cette décision des États de punir collectivement non seulement l'organisation, mais tous les Palestiniens de Gaza dont la vie dépend de UNRWA, aujourd'hui, à mon avis, ça me paraît être une punition collective. Monsieur Yohann Soufi, une telle décision a été prise, dira également le chef de l'UNRWA, sur la base de comportements présumés. N'est-ce pas hâtif, tout de même, comme démarche ? De la part de l'organisation, je comprends quand on voit la réaction absolument démesurée des États et des contributeurs, et donc le risque, non seulement pour l'organisation, comme je disais, mais pour toute la population gazaoui. Je comprends pourquoi l'organisation a pris cette décision. Oui. Mais effectivement, il faut respecter la présomption d'innocence, et quand on connaît l'histoire des calomnies et des critiques israéliennes contre cette organisation, eh bien, il faut prendre ces accusations avec la plus grande prudence et la plus grande réserve et attendre la fin de l'enquête qui a été ouverte par les Nations Unies. La grande partie de la population palestinienne se dirige aujourd'hui vers le sud de la bande de Reza. Par rapport justement à la famine qu'endure la population gazaoui, est-ce qu'il n'y aurait pas une relation de cause à effet? Pourquoi a-t-il fallu attendre que toute la population se dirige vers le sud de la bande de Reza pour prendre ce type de décision? Bien sûr, ça interroge en fait la temporalité de ces accusations. Et moi, je fais plus que m'interroger, je note la concomitance entre la révélation de ces accusations
et la décision de la Cour internationale de justice qui alerte sur le risque de génocide commis par Israël dans la bande de Gaza. Donc effectivement, je pense qu'il faut voir ici un contre-feu pour détourner l'attention de la communauté internationale de l'ampleur des crimes qui se déroulent aujourd'hui dans la bande de Gaza. Et dans ce contexte, justement, possiblement génocidaire, soulevé la Cour internationale de justice, aujourd'hui la décision de ces États de suspendre l'aide humanitaire, c'est non seulement une violation grave de leurs obligations au regard de la Convention de 1948 sur la prévention du génocide, mais aussi en contradiction directe avec l'ordonnance de la Cour qui obligeait Israël et l'ensemble des États de la communauté internationale à laisser entrer de manière massive l'aide humanitaire pour sauver la vie de cette population qui est en danger. Tous les habitants du nord de Gaza sont confrontés à de graves conditions de famine. Plus d'un demi-million de Palestiniens souffrent à cause des conditions hivernales et du manque de nourriture. Suspendre cette aide, c'est se rendre complice de cette famine délibérée. Oui, en tout cas, c'est y participer et y contribuer de manière active, puisque je rappelle que UNRWA est la principale organisation humanitaire dans la bande de Gaza. Elle est aujourd'hui la dernière ligne de vie de cette population gazaoui confrontée à la famine, à des crimes d'une ampleur sans précédent. Et aujourd'hui, débrancher UNRWA, c'est prendre un risque réel et sérieux de confronter toute cette population, notamment les populations les plus vulnérables, les enfants, les personnes malades, les femmes enceintes, un risque de mort imminente. Donc oui, vous avez totalement raison. 9 pays ont annoncé donc suspendre leur financement à l'UNRWA. Ceci s'apparente vraisemblablement à une punition collective. Il s'agit des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Australie, de l'Italie, du Royaume-Uni, de la France, du Japon, de la Finlande et du Canada. Une aide dont dépendent 2 millions de personnes, ou en tout cas aujourd'hui moins de 2 millions de personnes, compte tenu du massacre quotidien des populations palestiniennes. Une punition collective, monsieur Yohann Soufi? Bien évidemment, une punition collective. Et moi, je m'interroge aussi sur la rapidité et la vigueur dont font preuve ces États pour tirer des conclusions suite aux allégations israéliennes, sans pour l'instant qu'une enquête indépendante ait été menée, et leur silence et leur inaction face aux crimes israéliens qui aujourd'hui sont non seulement documentés, mais font l'objet d'un constat judiciaire de la part de la CIJ. Donc, c'est à nouveau ce deux poids deux mesures qui interpelle. Monsieur Yohann Soufi, le secrétaire général des Nations Unies a exhorté dimanche les pays ayant suspendu leur financement à l'agence pour le réfugié palestinien UNRWA à au moins garantir la poursuite des opérations. Cela me pousse à m'interroger sur au moins garantir la poursuite des opérations. Est-ce un aveu d'échec? Est-ce un aveu d'impuissance des Nations Unies? Vous savez, malheureusement, un des problèmes des Nations Unies, c'est qu'elle dépend de la volonté des pays de la communauté internationale dans son ensemble. Et donc aujourd'hui, quand on sait que les principaux bailleurs de fonds de UNRWA sont les États-Unis, l'Allemagne, l'Union européenne dans cet ordre, eh bien forcément, le secrétaire général est tenu de jouer un peu un rôle d'équilibriste parce qu'il veut continuer à bénéficier du soutien financier de ces États tout en dénonçant leur décision qui est contraire au droit international et à la morale la plus élémentaire. Mais c'est pour cela aussi qu'il faut que d'autres États interviennent et prennent leurs responsabilités et notamment financent UNRWA. Et je pense par exemple aux États arabes. Ah voilà, qui, vous me tendez une perche, ou en tout cas vous m'ouvrez une voie. Vous avez été chef du bureau juridique de l'UNRWA à Gaza. Cette aide suspendue, dans quelle mesure pourra-t-elle ou devra-t-elle être remplacée par des pays arabes à même de combler ce vide ou à même de remplacer ces pays qui aujourd'hui exercent un chantage sur une population aux abois palestinienne? Oui, voilà, exactement. On est à la fois dans une crise extraordinaire de l'ordre international, mais dans une opportunité pour d'autres États aussi
de jouer tout leur rôle, à la fois dans le soutien aux organisations internationales comme UNRWA, et donc il faut que des pays arabes, notamment les pays riches, qui prétendent se soucier de la vie des Palestiniens, eh bien aujourd'hui le fassent par des actes, mais de manière plus large, il est important que ce qu'on appelait les pays du Sud, aujourd'hui prennent toutes leurs responsabilités, comme l'a fait l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de la justice ou devant la Cour pénale internationale, pour aujourd'hui aussi appeler à la responsabilité et à la sanction pour les crimes terribles auxquels on assiste aujourd'hui dans la bande de Gaza. Donc c'est à la fois un défi, mais c'est aussi une opportunité de rendre l'ordre international plus universel. Donc il ne s'agit pas de botter en touche aujourd'hui, mais de remplacer cette aide qui devient une forme de chantage de fait. Oui, c'est ça, mais vous savez, l'aide internationale, elle est aussi un levier d'influence depuis toujours de l'ordre international et du droit international. Donc aujourd'hui, à partir du moment où des États ne financent pas UNRWA, eh bien effectivement, ils ont moins d'influence sur le devenir de cette organisation et donc sur les questions aussi politiques au Moyen-Orient. Donc effectivement, il est nécessaire aujourd'hui que d'autres États prennent leurs responsabilités et transforment leurs paroles en actes en soutenant cette organisation qui, au quotidien, sauve la vie de centaines de milliers de Palestiniens de Gaza. Et j'ai vu que l'Algérie, par exemple, entamait des démarches au Conseil de sécurité pour avoir une nouvelle résolution, et c'est une très bonne chose. Et il faut que ce type de démarche qui force Israël, y compris par la contrainte, par des sanctions économiques, diplomatiques, financières massives, eh bien respecte le droit international et l'ordonnance de la CIJ. Donc oui, il faut absolument que l'ensemble des États de la communauté internationale, et notamment les États qui sont au Conseil de sécurité de l'ONU, eh bien prennent leurs responsabilités et mettent aussi les pays occidentaux, notamment les États-Unis, qui continuent d'opposer leur veto à toute résolution contraignante pour Israël. Eh bien, il faut qu'ils mettent le gouvernement Biden et l'ensemble de l'administration américaine face à ses responsabilités. Résumons-nous, monsieur Yohann Sofi, si les pays arabes qui disent soutenir la Palestine ou la cause palestinienne ne remplacent pas les pays qui décident de suspendre leur aide à l'UNRWA, eh bien, ils seront à la limite complices de ceux qui ont suspendu leur aide. Bien sûr, parce que il faut juger les États à leurs actes. Et ce qu'on constate depuis longtemps, c'est une forme d'hypocrisie de nombreux pays qui affirment soutenir les Palestiniens mais qui ne font rien à l'ONU et qui affirment se soucier aussi de leur sort aujourd'hui mais qui ne débloquent pas un centime pour aider la seule organisation qui est en mesure aujourd'hui de leur sauver la vie. Et ça, c'est aujourd'hui, mais c'est malheureusement depuis des décennies. Donc voilà, aujourd'hui, il est nécessaire que ces pays agissent, y compris en finançant massivement UNRWA. Et ils en ont la capacité. À partir du moment où on achète des clubs de foot partout dans le monde et où on ne peut pas débloquer une infime partie de son budget pour sauver la vie de personnes qui sont en danger de mort, eh bien, ça interpelle sur la crédibilité du discours et de la position politique de ces États. Mercredi 24 janvier, le réseau d'organisations non gouvernementales palestiniennes a publié un communiqué indiquant que les Palestiniens, en particulier dans le nord de Gaza, vivent dans des conditions inhumaines. Ils ont épuisé toutes leurs ressources, précise le communiqué. Monsieur Yohann Sofi, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Yohann Sofi est avocat international, expert en justice internationale, droits de l'homme, poursuites et enquêtes internationales. Il est procureur spécialisé. Il a été chef du bureau juridique de l'UNRWA à Gaza. La déchéance humaine s'accroît au rythme des massacres. Les instances internationales, paralysées par des politiques perverties, détournent le regard. Bientôt, l'on demandera à cette entité génocidaire d'aller plus vite dans sa sale besogne. Que l'on en finisse, imploreront les traîtres, habiles de la traite de l'humanité. تحية إلى كل ما زال له ضمير حي، إلى كل من يحمل صفة الإنسانية. تراجعوا.
وخذوا مواقف شريفة، خذوا مواقف التي تتحدثون عنها ولا تؤمنون بها. أنتم الذين صنعتم حقوق الإنسان، وأنتم الذين شكلتم الأمم المتحدة، وأنتم الذين شكلتم مجلس الأمن، وأنتم الذين وضعتم كل القوانين الإنسانية بعد أن حطمتم الإنسان. لكم دينكم ولي دين، لكم أرضكم ولي أرضي، لكم وطنكم ولي وطني، لكم علمكم ولي علمي. La plus haute juridiction de l'ONU appelle Israël, cet immonde occupant, à faire tout son possible pour empêcher tout acte de génocide dans la bande de Gaza. L'État d'Israël prendra toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre un génocide à l'égard du peuple palestinien dans la bande de Gaza. 16 votes contre 1. L'on découvre par le propos une justice tétanisée, jouant sur les mots, butant sur ses verdicts, surfant sur les cadavres démembrés de Palestiniens. Des corps enfuis à la hâte par ces milices terroristes qualifiées pompeusement d'armées, entassés dans des charniers boueux, ligotés, les poignets attachés dans le dos. ولا يزال أرضنا ولو دمرونا وقتلونا حتضل أرضنا. دولة إسرائيل انتهبت أراضينا وأخذت مالنا وأخذت حالنا وما خلتش ولا حاجة إلنا. أنت حطيت 1,000,000 كيلو متفجرات على مربع أصغر مربع في العالم. 350 كيلو متر غزة كلها، كل غزة من السلك للسلك 350 كيلو متر. 1,000,000 كيلو متفجرات حطيت فيها. طائرات استطلاع، دبابات، عمليات إنزال، طائرات F-16. وزن القنبلة الواحدة 1,5 طن على البيت. ليش؟ Le crime de guerre n'est-il pas bien là? Crédules, nous attendons un communiqué du Conseil des droits de l'homme condamnant l'exécution à bout touchant de 3 Palestiniens blessés, âgés de 14, 19 et 24 ans, à l'intérieur même de l'hôpital de Jénine. Et l'on se dit alors, les territoires occupés sont en effet bien loin de Genève. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé évoque un risque de famine au moment où des enfants palestiniens, déjà affamés, se nourrissent d'herbes folles. Des journalistes s'effondrent d'épuisement et de faim face aux caméras. Et nous, nous attendons, impuissants, fatigués et révoltés par cette incapacité qui nous fait honte. ولسان شعبي يقول إني أتبعثر حبات من قمح تنبت في هذه الأرض سنابل وأعيش ألملم كل جياع الأرض وأجعل من عود القمح مقاتل. La crise sanitaire est tout aussi meurtrière. Sols pollués, armes au phosphore blanc, eau contaminée, un système de santé à genoux et un accès à l'eau potable et à des installations sanitaires quasiment inexistants. Une situation encore aggravée par la crise de la faim qui touche 93% de la population. Une situation humaine désastreuse qui ne pourra s'améliorer qu'avec la fin des attaques. Cela doit cesser, martèle l'Organisation mondiale de la santé. Des mesures d'urgence doivent être prises pour garantir un accès rapide et sans entrave à l'aide humanitaire à Gaza, a plaidé le chef de l'humanitaire à l'ONU. Devant les membres du Conseil de sécurité, il dira « J'exhorte ce Conseil à faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre un terme à cette tragédie. » Avec nous en ligne, Madame Marie Orpero, merci d'accepter notre invitation. Vous avez été pendant 2 mois coordinatrice d'urgence de Médecins sans frontières à Gaza. Madame Marie Orpero, quelle est la situation que l'on pourrait aujourd'hui décrire à Gaza?
difficile à décrire et à la fois transmise au monde entier depuis maintenant bientôt 4 mois. Les conditions sont aussi horribles que toutes les images que vous avez pu voir, que ce soit à la télévision, sur les différents réseaux sociaux. Des conditions de vie catastrophiques qui peuvent plus être appelées des conditions de vie. Je peux vous parler évidemment particulièrement en tant que coordinatrice de Médecins sans frontières des conditions dans les hôpitaux et les centres de santé dans lesquels nous étions, qui ne tiennent plus debout, pour dire ainsi. Le système de santé est à l'agonie aujourd'hui dans Gaza. Aujourd'hui, un bon nombre de structures de santé dans Gaza, on le sait, ça a été documenté, y compris par Médecins sans frontières, sont attaquées, ne sont plus des gages de sécurité, ne sont plus respectées telles qu'elles doivent l'être. Personnellement, nous avons dû évacuer plusieurs fois, soit des hôpitaux, soit des centres de santé qui tombaient sous le coup d'ordre d'évacuation de l'armée israélienne. Ces structures de santé ne sont plus respectées dans leur sacralité. Ces hôpitaux étaient pris pour cible et vous étiez obligés d'évacuer en toute urgence. Nous avons été, obligés de suspendre nos opérations dans des centres de santé dans la ville de Khan Yunis au mois de décembre et plus récemment au mois de janvier. Mais l'équipe de Médecins sans frontières a notamment dû partir de l'hôpital de Al-Aqsa. Les combats étaient trop proches. Êtes-vous aujourd'hui en contact avec eux et que vous disent les médecins qui sont toujours sur place, toujours à Gaza? Ils n'en peuvent plus, ils sont épuisés. Les personnels de santé aujourd'hui vivent à la fois à travers leur travail des conditions horribles. Ils voient des patients arriver dans des états absolument terribles, des enfants en très bas âge, des bébés qui souffrent de plaies qu'ils garderont toute leur vie, y compris des amputations sur des bébés en très bas âge. Et c'est aussi des personnels de santé qui vivent la guerre, qui ont été déplacés, parfois à plusieurs reprises depuis le mois d'octobre, qui ont parfois perdu des membres de leur famille et qui ont très certainement perdu beaucoup de leurs collègues. C'est des médecins, des infirmiers, tous les personnels de santé qui sont épuisés, qui malgré tout trouvent la force de continuer parce que finalement il n'y a plus rien, il n'y a plus d'autre choix aujourd'hui dans Gaza. À Gaza, les équipes médicales ne sont pas en mesure d'atteindre les dizaines de corps éparpillés dans les rues. C'est un témoignage qui parvient de Gaza et qui est rapporté aujourd'hui par Médecins sans frontières. Racontez-nous, Marie-Aure Perrault, ce que vous aviez vu quand vous étiez à Gaza. Moi, je n'ai pas eu l'occasion d'aller au-delà de la partie centrale de Gaza parce que déjà le nord de Gaza n'était plus accessible. Ce qui fait que je n'ai pas pu rencontrer, après plus d'1 mois et demi sur place, je n'ai pas pu rencontrer une partie de l'équipe de Médecins sans frontières qui est toujours dans le nord, dans l'hôpital Al-Aouda de Jabalia, assiégé, qui continue de travailler comme ils le peuvent, assiégé dans le nord de Gaza. L'accès aux hôpitaux, aux centres de santé est devenu extrêmement difficile, que ce soit dans le nord de Gaza, aujourd'hui dans la partie centrale de Gaza ou dans le sud. Les hôpitaux ont du mal à fonctionner, mais les patients ont du mal également à accéder aux hôpitaux. Alors quand vous dites des médecins qui continuent à travailler comme ils le peuvent, ça voudrait dire quoi précisément ? Ça veut dire qu'un autre pilier d'un système de santé qui fonctionne, c'est aussi l'acheminement. Oui. Aujourd'hui, il est extrêmement difficile de pouvoir amener tout le supply médical dont on a besoin pour faire fonctionner un hôpital, y compris des équipements très basiques de chirurgie tels que des compresses. Il y a des jours à l'hôpital d'Al-Aqsa où on manquait de paracétamol, de Doliprane, d'antidouleurs, alors que on parle d'amputation d'un ou plusieurs membres sur des enfants en très bas âge et on manque d'antidouleurs. Donc ils continuent à travailler comme ils le peuvent là-dedans, en étant assiégés, en ayant peur pour leur sécurité, en ayant peur pour la sécurité de leur famille. Des chirurgiens ont dû amputer, ont dû opérer sans anesthésie, en témoignent certains. Oui, c'est les conditions aujourd'hui dans plusieurs hôpitaux de la bande de Gaza. Ces équations impossibles face auxquelles sont confrontés les médecins et les infirmiers dans la bande de Gaza. On essaye de soulager des patients et en même temps on n'a pas les moyens de le faire. Les patients aujourd'hui dans la bande de Gaza, quand ils accèdent aux hôpitaux, on ne peut pas garantir la qualité, les soins qu'on voudrait pouvoir leur offrir. Et il y a un nouvel acronyme qu'on a vu apparaître depuis le mois d'octobre dans la bande de Gaza, que l'on met sur les dossiers des patients quand ils arrivent aux urgences, qui signifie enfants blessés sans aucun membre de leur famille survivant. On a des patients qui arrivent à l'hôpital, des enfants qui sont les seuls survivants de leur famille et qui viennent à l'hôpital et qui n'ont plus rien et sur lesquels on doit procéder à des opérations absolument terribles, qui arrivent avec le visage complètement brûlé, qui ont perdu un ou plusieurs membres. Je me demande vraiment quel est l'avenir que ces enfants auront. Marie-Aure Perrault,
Vous aviez déclaré le 1er décembre dernier, et cela va faire bientôt 2 mois, vous aviez déclaré « L'ensemble du système de santé à Gaza n'a tout simplement pas la capacité de faire face à la situation actuelle. » C'était le 1er décembre dernier. 2 mois se sont écoulés, et depuis, les choses s'aggravent, et s'aggravent sensiblement. Et c'est toujours le cas. Et chaque jour, le système de santé perd un peu plus en capacité. On pourrait comparer un petit peu cette situation à une hémorragie. Les blessés, les patients continuent d'affluer. À cela, il faut ajouter les patients de maladies qui sont liées à leurs conditions de vie. Les conditions de vie se dégradent chaque jour un peu plus dans Gaza. Il pleut de plus en plus. Les gens n'ont plus d'abri. Les gens n'ont pas accès à de l'eau, à des mesures basiques d'hygiène. Donc il faut ajouter à cela, et c'est chaque jour des dizaines et des centaines de patients qui se rajoutent et qui pèsent sur un système de santé qui s'effondre. Quand vous opérez, quand vous procédez sur des enfants palestiniens qui arrivent sans famille, sans parents, que leur dites-vous après? Plus quoi leur dire. C'est impossible de trouver les mots. J'aimerais vous dire qu'on peut trouver des mots, mais je crois que dans cette situation, on peut plus trouver de mots. On peut plus trouver de mots parce il y a plus, c'est tellement difficile d'expliquer à un enfant qu'il a perdu toute sa famille et qu'en plus il va perdre ses jambes. C'est horriblement douloureux. On a commencé des activités aussi de soins de santé mentale afin d'accompagner justement ces enfants psychologiquement, et les adultes aussi, parce que c'est toute la population qui est dans ces situations absolument dévastatrices. Nos psychologues perdent aussi leurs moyens. Disent on ne sait plus comment réagir face à des enfants de 5 ans qui nous disent qu'ils veulent se suicider, face à des enfants de 13 ans qui dessinent les scènes de leur maison en train d'être bombardées, qui dessinent leurs parents avec leurs jambes, avec une mère avec une jambe à côté d'elle, avec un bras un peu plus loin. C'est très très difficile de les prendre en charge. Et encore une fois, c'est évidemment la situation actuelle qui est terrible, mais c'est aussi l'avenir aujourd'hui dans Gaza qui nous inquiète énormément. Comment procèdent vos confrères palestiniens, médecins palestiniens à l'intérieur des hôpitaux? Comme ils le peuvent, c'est pas toujours facile d'accéder à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas forcément un passage sécurisé pour accéder à l'hôpital. Évidemment, également peur de laisser leur famille et de ne pas retrouver leur famille quand ils rentrent chez eux le soir ou le lendemain. Ils font encore une fois face à des équations absolument impossibles au quotidien, à rationaliser certains médicaments parce que ceux-ci ne sont pas disponibles en quantité suffisante, et dans un état de fatigue qui dépasse absolument tout entendement. Vous êtes resté 2 mois à Gaza. Ce sont les mois où les bombardements étaient, disons-le, les plus intensifs. Comment viviez-vous ce quotidien? Vous étiez Gaza, vous étiez une Palestinienne de Gaza, disons-le, au-delà de votre statut de médecin de MSF. Comment viviez-vous ce quotidien? Effectivement, pendant 2 mois, je vivais aux côtés de mes collègues palestiniens, mais moi j'ai cette chance d'avoir une perspective de rentrer chez moi dans un pays en paix, et de savoir que ma famille va bien et en sécurité. C'est pas le cas de mes collègues, mais effectivement on vit ça en équipe et on essaye du mieux qu'on peut de les soutenir un petit peu et d'essayer de les soulager dans cette épreuve. Je veux dire que des pilonnages quotidiens, même si on a une perspective de retour dans notre pays, mais ça reste des moments d'anxiété intense. Bien sûr, on a peur. On a peur que la bombe tombe trop près. On a peur de ne pas avoir pris la bonne décision. Évidemment qu'on a peur au quotidien. On a peur aussi de savoir, de recevoir un coup de fil qui nous dit que c'est tombé au mauvais endroit et que un de nos collègues est atteint. On a eu aussi à plusieurs reprises des collègues qui sont arrivés aux urgences, blessés. C'est extrêmement difficile. Évidemment, quand on se lève et on se couche avec la peur au ventre, on dort peu. Quelle est l'image qui restera indélébile? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, et en même temps, c'est ces visages d'enfants dans l'hôpital qui savent plus où aller. Parfois accompagnés de parents complètement impuissants qui essayent de préserver un petit peu cette innocence, et en même temps, l'innocence de ces enfants est partie pour toujours. Mmh. Marie Orpero, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.
Marie Orpero est coordinatrice d'urgence de MSF, Médecins sans frontières. Elle était à Reza jusqu'au 1er décembre dernier. Elle y a passé 2 mois. La Cour internationale de justice a rendu un verdict le 26 janvier dernier sur le premier volet de la plainte déposée le 29 décembre 2023 par l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide. Le ministre de la Justice sud-africain rappelle les lignes à ne pas franchir. Aucune attaque armée sur le territoire d'un État, aussi grave soit-elle, ne peut justifier les violations de la Convention, que ce soit sur le plan du droit ou de la morale. La réponse d'Israël à l'attaque du 7 octobre 2023 a franchi cette ligne et donné lieu aux violations de la Convention. La Cour internationale de justice a ordonné qu'Israël prenne immédiatement des mesures pour garantir que son armée ne viole pas la Convention sur le génocide. La Cour a également demandé à l'entité d'occupation de laisser davantage d'aide entrée dans l'enclave palestinienne. Toutefois, elle n'a pas ordonné que cette entité cesse ses opérations militaires. La présidente de la Cour internationale de justice a précisé que le tribunal ordonnait certaines mesures conservatoires car la situation humanitaire catastrophique dans la bande Reza risque sérieusement de se détériorer davantage avant que le tribunal ne rende son jugement final. La ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud note la non-application de la décision de justice par l'entité d'occupation. Je crois qu'Israël a ignoré les décisions de la Cour. Des centaines de personnes ont été tuées au cours des 3 ou 4 derniers jours. Il est clair qu'Israël croit qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Le monde doit donc réfléchir parce que nous devons répondre à la question que pouvons-nous faire pour empêcher de tels actes de se produire. Plus de 22 100 personnes ont été tuées à Reza entre la mi-octobre et le 3 janvier, peu avant le début des auditions publiques devant la Cour internationale de justice. Un bilan qui s'alourdit de jour en jour et s'élève aujourd'hui à plus de 26 000 martyrs. Avec nous en ligne à partir de Niamey, Monsieur Abdelrahim Alassane. Monsieur Abdelrahim Alassane, merci d'accepter notre invitation. La décision de la Cour internationale de justice a été qualifiée d'historique. En quoi est-elle historique ? En effet, le verdict prononcé donc en indication de mesures provisoires dans l'affaire impliquant l'Afrique du Sud contre Israël à propos des opérations militaires à Gaza, c'est un verdict historique parce que c'est l'une des rares fois que la Cour internationale de justice, donc une juridiction internationale, se prononce à travers une décision obligatoire sur l'affaire opposant les populations palestiniennes et israéliennes. Au-delà donc des forums politiques, au-delà des discussions diplomatiques, c'est une cour, une juridiction internationale dont les décisions sont obligatoires qui se prononce. La Cour internationale de justice ordonne à Israël, je cite, d'autoriser l'accès humanitaire à Reza en lui demandant également d'empêcher tout éventuel acte de génocide. Comme si que monsieur Abdelrahim Alassane, comme si l'entité d'occupation n'est pas l'auteur justement de ce génocide. Comment expliquer de telles prudences dans le propos? Il faudrait ici distinguer deux choses. Les actes de génocide, même si certains peuvent être reprochés de manière globale à l'État, ils peuvent provenir des entités qui ne sont pas des entités étatiques. Par exemple, des groupes extrémistes ou bien des soldats israéliens qui prennent des décisions individuelles de commettre des excès, de commettre des actes de génocide. Donc, au-delà des ordres politiques qu'ils ont reçus. Donc, mais ils obéissent tout de même à un commandement militaire qui, lui, est affilié à une entité politique. C'est tout à fait cela. En fait, au-delà de sa propre volonté en tant qu'État, Israël doit faire tout ce qui est en son pouvoir, non seulement pour elle-même éviter de continuer des actes de génocide, mais aussi d'empêcher à ces soldats qui ne respecteraient pas les ordres et qui ont des agendas personnels. Ce n'est pas, on va dire, une prudence,
il faut lire la décision au-delà même. Au-delà donc d'un programme officiel, d'un ordre officiel, il faut que Israël fasse tout pour que ces soldats qui voudraient prendre des décisions individuelles ne prennent pas ces décisions-là pour commettre ou continuer de commettre des actes de génocide. Et pourtant, des responsables politiques, leur discours était génocidaire. Ils ont appelé à un génocide, à un massacre de population, et le discours était génocidaire. C'est tout à fait cela. La Cour voudrait que, de qui que ce soit, que vienne une incitation au génocide, que ça soit de manière officielle, que ça soit par des discours des opposants ou bien des discours des extrémistes, que l'État d'Israël fasse tout pour empêcher d'attiser la haine envers le peuple palestinien, d'attiser, on va dire, le projet génocidaire. Donc, au-delà même du discours officiel, il y a des discours aussi qui en font un problème de politique intérieure pour dire que, écoutez, le gouvernement ne fait rien. Nous, si on était au pouvoir, voilà ce qu'on aurait. On va faire même plus que ce qu'il est en train de faire. Donc, la Cour voudrait que l'État d'Israël, en tant que compétent donc territorialement sur l'étendue de son territoire, donc empêche toute personne qui a un tel discours de pouvoir le tenir librement, sans des conséquences juridiques. Monsieur Abdourahimoun Alassane, en mars 2022, au sujet de l'Ukraine, la présidente de la Cour internationale de justice indiquait ceci. Il faut que la Fédération de Russie suspende immédiatement ses opérations militaires. A contrario, le 26 janvier dernier, au sujet de Gaza, le discours était moins impératif, l'on va dire. La présidente de la Cour internationale de justice exige d'Israël des mesures conservatoires pour prévenir tout acte de génocide de Palestiniens. Est-ce que les décisions ont eu la même mesure? Alors, on va dire qu'on peut ressentir une certaine évolution dans le discours de la Cour de manière générale, au-delà de la simple présidente. Quand vous regardez la décision portant indication des mesures provisoires par rapport à la situation en Ukraine, vous allez voir qu'il y a des juges qui avaient voté cette mesure provisoire. Oui. Cette mesure qui était plus ou moins plus tranchée, on va dire. Mais au niveau de la dernière décision dans l'affaire impliquant l'Afrique du Sud et Israël sur la situation à Gaza, vous allez voir qu'il y a une juge en particulier qui a rejeté toutes les mesures provisoires indiquées par la Cour. Absolument, oui. Je parle ici, sans la nommer, de la juge ougandaise. Donc on ressent quand même une certaine évolution de la position de la Cour. Et je peux vous donner raison en parlant de prudence dans une certaine mesure. Et surtout quand on regarde aussi la nationalité des juges de la Cour, même si ce n'est pas un élément très déterminant dans leur décision, mais les juges sont réceptifs souvent à la position politique des grandes puissances. Les experts de l'ONU dénoncent toutefois l'incapacité du système international à se mobiliser pour empêcher le génocide. Comment jugez-vous le fait que des experts de l'ONU dénoncent l'incapacité du système international à se mobiliser pour empêcher le génocide? On va dire que c'est déjà une chose de pouvoir dénoncer, mais au-delà de la dénonciation, il faudrait agir. Oui. Notamment ici avec cette décision de la Cour internationale de justice, le Conseil de sécurité de l'ONU tient un argument de taille pour notamment ordonner un cessez-le-feu immédiat. Et je pense que c'est dans ce sens que le secrétaire général des Nations Unies a notifié la décision, l'ordonnance de la Cour au Conseil de sécurité, parce que seul le Conseil de sécurité peut ordonner de manière immédiate et que cet ordre-là, du point de vue juridique, soit un ordre obligatoire. Donc, au niveau des organes de l'Organisation des Nations Unies. Donc, il faudrait, au-delà des dénonciations, on va dire qu'on a trop dénoncé, il faut agir, il faut montrer qu'il y a des limites à ne pas franchir, il faut montrer qu'il s'agit de la survie de toute l'humanité. Si un État, quelque part, puisse librement commettre des actes de génocide, c'est toute l'humanité qui est en danger. Donc, il faudrait prendre la mesure de la menace et que les États aillent au-delà, l'ONU aille au-delà des dénonciations et prenne ses responsabilités. Alors, au sujet de mesures, Monsieur Abdourahimoun Alassane, la Cour internationale de justice ne s'est pas avancée quant à la question de savoir si l'entité d'occupation commet un génocide. Est-ce de la prudence ou est-ce une démarche mesurée par rapport aux politiques ? Non, en fait, il ne s'agit ni d'une prudence, ni d'une démarche mesurée vis-à-vis du politique, mais c'est la procédure, en fait. La procédure, c'est qu'à ce stade,
il s'agit de faire en sorte que les violations qui sont en cours, ou plutôt les droits qui peuvent être violés, cessent de l'être en attendant que la Cour se prononce sur le fond de l'affaire. C'est-à-dire qu'elle décide s'il y a eu manquement ou qu'il n'y a pas eu manquement à la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. Donc pour l'instant, on est dans, comme le nom l'indique, dans la conservation, donc mesure conservatoire des droits, pour qu'il n'y ait pas des actes irréparables qui pourraient être commis. Donc c'est pour ça qu'on indique les mesures provisoires pour arrêter, on va dire, les violations à ce stade avant que la Cour ne se prononce sur le fond de l'affaire. Et le fond de l'affaire, bien sûr, c'est celui-là, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu manquement ou pas à la Convention sur le génocide. Les décisions de la Cour sont sans appel? Les décisions de la Cour sont obligatoires. Oui. Elles sont obligatoires, elles sont exécutoires d'elles-mêmes. Bien sûr, il y a des situations dans lesquelles la Cour prend des décisions et que ces décisions-là ne sont pas respectées. Une entorse au droit international, et là encore, il revient normalement au Conseil de sécurité des Nations Unies de faire exécuter, c'est-à-dire d'obliger un État à exécuter une décision qui a été prise par la Cour internationale de justice. Mais il ne faut pas se voiler la face, on va dire. Ce levier-là du Conseil de sécurité, ce n'est pas un levier qui est impartial. C'est le lieu des jeux d'influence, c'est le lieu des jeux géopolitiques. Et en fonction des États en question, le Conseil de sécurité peut être plus ou moins laxiste ou bien montrer les griffes, on va dire. Monsieur Abdelrahimoun Alassane, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, merci bien. Abdelrahimoun Alassane est docteur en droit international des droits de l'homme, consultant chargé de cours à l'université de Tawa, et il était avec nous à partir du Niger. La déchéance humaine s'accroît au rythme des massacres. Les instances internationales, paralysées par des politiques perverties, détournent le regard. Bientôt, l'on demandera à cette entité génocidaire d'aller plus vite dans sa sale besogne. Que l'on en finisse, imploreront les traîtres, habiles de la traite de l'humanité. تحية إلى كل ما زال له ضمير حي، إلى كل من يحمل صفة الإنسانية. تراجعوا وخذوا مواقف شريفة، خذوا مواقف التي تتحدثون عنها ولا تؤمنون بها. أنتم الذين صنعتم حقوق الإنسان، وأنتم الذين شكلتم الأمم المتحدة، وأنتم الذين شكلتم مجلس الأمن، وأنتم الذين وضعتم كل القوانين الإنسانية بعد أن حطمتم الإنسان. لكم دينكم ولي دين، لكم أرضكم ولي أرضي، لكم وطنكم ولي وطني، لكم علمكم ولي علمي. La plus haute juridiction de l'ONU appelle Israël, cet immonde occupant, à faire tout son possible pour empêcher tout acte de génocide dans la bande de Gaza. L'État d'Israël prendra toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre un génocide à l'égard du peuple palestinien dans la bande de Gaza. 16 votes contre 1. L'on découvre par le propos une justice tétanisée, jouant sur les mots, butant sur ses verdicts, surfant sur les cadavres démembrés de Palestiniens. Des corps enfuis à la hâte par ces milices terroristes qualifiées pompeusement d'armées, entassés dans des charniers boueux, ligotés, les poignets attachés dans le dos. ولا يزال أرضنا ولو دمرونا وقتلونا حتضل أرضنا. دولة إسرائيل انتهبت أراضينا وأخذت مالنا وأخذت حالنا وما خلتش ولا حاجة إلنا. أنت حطيت 1,000,000 كيلو متفجرات على مربع أصغر مربع في العالم. 350 كيلومتر غزة كلها، كل غزة من السلك للسلك 350 كيلومتر. 1,000,000 كيلو متفجرات حطيت فيها. طائرات استطلاع، دبابات، عمليات إنزال، طائرات F-16. وزن القنبلة الواحدة 1,5 طن على البيت. ليش؟ Le crime de guerre n'est-il pas bien là? Crédules, nous attendons un communiqué du Conseil des droits de l'homme condamnant l'exécution à bout touchant de 3 Palestiniens blessés, âgés de 14, 19 et 24 ans, à l'intérieur même de l'hôpital de Jénine. Et l'on se dit alors, les territoires occupés sont en effet bien loin de Genève. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé évoque un risque de famine au moment où des enfants palestiniens, déjà affamés, se nourrissent d'herbes folles. Des journalistes s'effondrent d'épuisement et de faim face aux caméras. Et nous,
Nous attendons, impuissants, fatigués et révoltés par cette incapacité qui nous fait honte. ولسان شعبي يقول إني أتبعثر حبات من قمح تنبت في هذه الأرض سنابل وأعيش ألملم كل جياع الأرض وأجعل من عود القمح مقاتل. Ont participé à ce programme Yohan Soufi, avocat international, expert en justice internationale, ancien chef du bureau juridique de l'UNRWA, Reza. Marie Orpero, coordinatrice d'urgence à MSF. Marie Orpero a été pendant 2 mois, Reza. Abdelrahimoun Alassane, docteur en droit international des droits de l'homme, consultant chargé de cours à l'université d'Ottawa. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Lakhdar, coordonnée par Sami Haheli. Mariam Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 16h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.